dans l'équipe SKI+, et c'était moi qui a envoyé l'invitation. Des points organisationnels au début. On va enregistrer cette meet-up pour attendre à la prochaine. Et si vous avez quelques questions, posez les questions dans le chat ou seulement levez la main. Voilà, et maintenant, on va commencer. Qui fait partie aujourd'hui? Ce sont à côté des collègues de BLS. Bienvenue. Et aussi mes collègues Christophe et Mathias qui vont présenter aussi un petit peu. Le programme d'aujourd'hui, on va présenter les fonctionnalités de OGP 2.0. On va aussi faire une introduction, un rapport d'expérience. Et finalement, on va avoir une discussion et un feedback. Alors, et je vais passer à mon collègue Mathias. Bon, nous avons déjà fait une version 1 du Open Journey Planner. Et voici un peu les points pour lesquels nous avons créé un nouvel protocole Open Journey Planner. On doit toujours faire la distinction entre le protocole et les serveurs. Les protocoles existent aussi. Nous avons maintenant un serveur qui peut traiter des requêtes avec Open Journey Planner 2.0. On a fait cette amélioration un peu pour faire certaines que les demandes qui sont faites par le Delegated Ordinance de la communauté européenne sont pris en charge. Un exemple, c'est qu'on peut maintenant traiter mieux les modes nouveaux, les intermodales, des parties intermodales, comme le sharing et des choses comme ça. Aussi, nous pouvons aussi traiter, c'est une chose que nous ne pouvons pas le faire sur le serveur, mais le protocole peut faire des lignes qui ne sont réservées ou pas ouvertes, comme des transports des élèves. On pourrait faire un routing avec ça aussi. En théorie, nous n'avons pas vraiment un gars qui le fait maintenant. On a amélioré les choses pour les transports à la demande. Et aussi, on a fait des choses techniques, aligner Open Journey Planner avec Netex et Transmodel. Aussi, une partie de Open Journey Planner est basée sur Siri, mais une version ancienne, et nous allons utiliser maintenant une version récente. Un des avantages, c'est que dans des cas de situation, nous avons maintenant beaucoup plus de gens qui sont disponibles pour faire des choses. Prochain pas. Tu peux prendre un clic de plus, peut-être, Christine. Je ne vais pas en détail passer par toute la fonctionnalité du protocole, la présentation est après fournie à vous et vous pouvez la lire, des choses les plus importantes. On va discuter au suivant. Et maintenant, avec Christophe. Merci. Prochaine transparence, s'il vous plaît. Alors, la feuille de route de OGP 2.0, ce que vous voyez ici, c'est on est maintenant au mois de novembre. Tout à gauche, vous voyez ce qu'on a déjà implémenté ou ce qu'on a déjà réalisé avec OGP 2.0. Oui, il y a, par exemple, on a traité les trains à AI, on a un bilan carbone implémenté, on peut aussi faire le routing avec des trains auto, on a fait des trucs pour les lois des handicapés. Toutes les choses que vous pouvez lire ici, ça c'est déjà réalisé. Je veux démontrer un exemple pour les pronostics d'occupation et aussi les relations directes. Tandis qu'on est en train de faire maintenant, c'est par exemple la optimisation des méthodes, comment on pourrait faire le routing
avec des paramètres spéciaux, par exemple, sans changer trop de fois le véhicule, par exemple, ou le plus court marche à pied avant et au début ou à la fin. Et de plus, ce qu'on est maintenant aussi en train de faire, c'est la multimodalité qui existe déjà en OGP 1.0. Maintenant, on est en train d'implémenter ça aussi pour OGP 2.0. Et si on a fait ça, de plus, on va faire le Trip Change Request qui est très spécial, quelque chose qui améliore aussi le routing avec des public bikes ou bien des scooters qui sont sur les trottoirs dehors et aussi avec les cas autos qui sont partagés comme mobility, des trucs comme ça. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a pas mal de choses faites. On est en train de faire pas mal de choses pour les BLS, ce qui ne veut pas dire qu'on s'oriente seulement sur les BLS. Ce qu'on veut démontrer avec les petits labels BLS, si quelqu'un utilise l'OJP, on est vraiment, comment dire, on est content qu'il y a quelqu'un qui utilise l'OJP et qui nous donne aussi des idées comment on pourrait améliorer, quel cas on pourrait aussi développer avec l'OJP, parce que comme ça, on voit que c'est utilisé et qu'on peut aussi, encore une fois, améliorer le service pour des cas qui sont vraiment utiles à quelqu'un qui utilise Open Journey Planner. Quelque chose qu'on est en train de terminer maintenant jusqu'au mois de décembre, c'est l'autoscaling. Ça veut dire quand il y a beaucoup de trafic sur l'Open Journey Planner, on va ajouter des serveurs jusqu'à toutes les requêtes puissent être traitées et qu'on peut répondre à chaque requête. Et puis, à la fin, si le trafic descend de nouveau, on va aussi prendre ou bien éteindre des serveurs de nouveau. C'est l'autoscaling qu'on dit à ça. Puis encore au backlog, maintenant, c'est le transport à la demande qu'on va implémenter au début de 26. Et filtrage catégorie POI, certainement, on va encore avoir beaucoup plus de sujets qui vont être dans le backlog après, en 2025-26. Prochain. Merci. Alors, les relations directes, c'est quelque chose qu'on a vu au passé, merci. C'est quelque chose qu'on a vu toujours au passé, qu'il y a des lignes qui sont jamais démontrées dans une requête parce qu'elles sont plus lentes. Par exemple, si on veut aller de Berne à Lucerne, on passe toujours par Olten-Zofingen, mais jamais par Langnau, donc par le Emmental. C'est parce que pour passer par Langnau, dans l'Emmental, on doit entrer le train plus tôt et arrive plus tard à Lucerne. Donc, on dirait que ce n'est pas quelque chose que les voyageurs aiment, mais par exemple, pour les BLS, c'est vraiment nécessaire que aussi ces lignes sont affichées dans une requête. C'est pour ça, chaque fois, quand il existe une ligne en direct, on va aussi afficher cette ligne parce que, premièrement, elle est directe, et puis, deuxièmement, c'est aussi quelque chose, par exemple, touristique, qu'on pourrait dire que c'est plus agréable de passer par l'Emmental ou passer par le Lötschberg en dessus, parce que dans le tunnel, on ne voit plus rien. Aussi de temps en temps, moins cher. Et ça, c'est encore quelque chose d'autre. Des fois, c'est beaucoup moins cher.
Mais aussi là, par exemple, pour la Romandie, quelque chose qui est très utile, c'est le Golden Pass Express qui passe de Interlaken Ost, Interlaken Est, tout à Montreux. C'est une ligne directe, très jolie. Donc, on veut aussi que cette ligne-là est affichée dans une requête de Interlaken Ost jusqu'à Montreux. Mais elle est beaucoup plus lente qu'une autre ligne qui passerait par Fribourg et Lausanne, par exemple. Prochain. Filtration par mode et maintenant aussi par submode, c'est quelque chose qui est aussi des fois très utile quand on veut qu'afficher, par exemple, les bateaux, comme on voit ici, jusqu'à à gauche. Normalement, si on fait une requête de Thun à Spiez, normalement, on voit que les trains, c'est tout à gauche. Mais il y a aussi des bus, par exemple, qui vont de Thun à Spiez. Et de plus, il y a encore un bateau. Donc, avec cette filtration par mode, on peut vraiment diriger un tout petit peu des voyageurs. On peut aussi donner on pourrait faire d'autres applications qui vont que pour les bateaux, par exemple, des trucs comme ça. Prochain. Voilà encore les prévisions d'occupation. On reçoit toutes les informations sur l'occupation des CFF, des Südostbahn, des BLS, disons tous qui fournissent leur occupation chez les CFF, dans le CRS, système CRS, je pense. On reçoit ces informations, disons, pour le train, pas sur chaque wagon, mais sur les trains, on reçoit pour la deuxième classe, il y a haute occupation. Pour la première classe, l'occupation est peut-être, il y a encore pas mal de places à disposition. Si quelqu'un a aussi des informations sur les occupations, sur leur occupation et qui n'est pas chez les CFF, on pourrait certainement trouver une solution pour aussi intégrer ces données sur l'occupation. Donc, par exemple, disons, peut-être il y a encore un bus qui dit à 5 heures, il est toujours haute occupation. On pourrait certainement intégrer ces informations aussi. Prochaine. Maintenant, deux points très techniques. Si on veut étudier ce que nous délivrons par le API, parce que OpenShow Planners, ce sont des API, voici, c'est un explorateur TAPI. Nous avons de recréer, le lien est sur la page, et avec ça, on peut nous envoyer des requêtes, voir comment c'est la réponse, et on en fait pour OGP 1.0, 2.0 et aussi OGP Fair, et aussi le service de formation. Aussi, le nouveau, c'est marqué en jaune, c'est que l'autorisation est déjà faite. On peut directement faire des choses. C'est plutôt pour les développeurs. Si on veut aussi voir avec la visualisation, pour ça, nous avons le OGP Demonstrator. Je pense que nous allons, après la démonstration, peut-être dans le chat, envoyer le lien pour ça. C'est assez technique, c'est du XML, mais on pense que c'est très utile pour voir si la requête qu'on est en train de créer, il marche ou il ne marche pas. Prochain. Voici, nous avons un service pour les données de formation qui est disponible. Et on peut utiliser, ce n'est pas quelque chose qui est envoyé directement par le protocole OGP, c'est quelque chose qu'après, avec les informations qu'on a obtenues par le trip request, on peut faire une requête et on peut obtenir directement
la visualisation de la formation qu'on peut afficher après. C'est une manière d'intégrer ce genre de choses. Prochain. Et nous avons aussi fait une service OGP Fair. Voici, c'est le protocole qui est utilisé, mais le pas de la requête est un peu différent parce que, enfin, c'est une requête qui est posée à Nova et c'est un Preisauskunft qu'on a fait. Cette information est assez simple. On n'active pas toute la machinerie de Nova, mais seulement une petite partie. Mais ça vous donne un prix d'un route simple avec demi-tarif et aussi des autres abonnements si on sait le code pour ceux. C'est intégré aussi dans le OGP Demonstrator à voir. C'est en bas avec le price leg 1 à 1. Et c'est la première classe et la deuxième classe. Et nous avons amélioré ça récemment, la semaine dernière. On a fait une meilleure gestion des slides parce que chez nous, on est en train maintenant de faire tout des voies de voies et plus sur les arrêts et ça a posé quelques problèmes qu'on a maintenant éliminés. Et aussi, nous prenons en compte du code TC, c'est le tarif code qui est dans les horaires qu'on doit y aussi mettre pour certains trajets pour obtenir le prix correct. Par exemple, sur le Bodensee, si le TC n'est pas là, on n'obtient pas les tarifs corrects. Et on a aussi dû faire des choses spéciales comme Europa, dont les arrêts commerciaux et les arrêts techniques ne sont plus les mêmes. Et nous sommes aussi en train de faire le service plus résilient et aussi des messages, des erreurs qui sont un peu plus indicatifs. On peut utiliser ça. Et c'est une chose assez différente, mais aussi là, on doit l'intégrer après. On fait un trip request, on obtient un trip et après on utilise ce trip, on l'envoie avec les paramètres nécessaires, par exemple le demi-tarif au service OGP Fair et après on obtient la réponse sur ça. Je pense que nous sommes en fin de partie CFF. Il y a des questions? Oui, merci Mathias. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le chat, on n'a pas encore de questions. Seulement levez la main si vous voulez. Alors, on n'a pas de questions. On peut continuer avec le rapport d'expérience de BLS. Alors, vous voulez rattacher l'écran? Oui, on passe chez nous, au BLS. Oui. Parfait. Maintenant, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous. On est vraiment très content qu'il y ait autant de gens qui soient là. Avec Terence, on va vous faire donc un petit rapport d'expérience de l'utilisation de OJP et aussi de l'implémentation du SDK. Terence fait partie de la team mobile chez nous, qui a aussi développé le SDK mobile. Et moi, je fais partie de la team backend et web, donc qui avons développé l'horaire web. D'abord, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise OJP au sein du BLS. Et puis, quelques mots sur la mise en œuvre et l'utilisation du SDK au sein de nos applications. On vous fera ensuite une démo, une partie mobile par Terence et une partie web. Et on vous fera aussi un petit feedback de la collaboration donc avec MENS et SKI, comment ça s'est passé.
Ensuite, je vous présenterai notre roadmap et aussi les perspectives qu'on a avec OJP. Et enfin, une petite conclusion avec aussi les challenges qu'on a rencontrés durant cette implémentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser OJP à la BLS? Déjà, forcément, en tant qu'entreprise de transport public, je voulais avoir un rôle actif dans les transports, enfin dans le domaine des transports publics, et également dans tout ce qui est partie web et mobile. Et ça passe donc par l'utilisation de solutions qui sont donc open source, donc collaboratives et ouvertes, et aussi pouvoir fournir des informations cohérentes à tous nos utilisateurs avec une seule source de données et réaliser des économies en passant par une solution qui est aussi mutualisée. On n'est pas les seuls à développer ça. Et ça permet aussi pour nous d'innover, donc grâce à l'utilisation de ces données open source aussi sur les transports. Et aussi, ça passe par donc, la team mobile qui a complètement développé le SDK pour les applications iOS et Android. Nous avons commencé à intégrer l'OJP au BLS l'année passée. Avant, on avait un autre système. La première application qui utilise OJP, c'est notre application mobile. Nous avons sur l'App Store BLS Mobile. Il y a entre autres l'horaire. Et puis, cette année, mes collègues comme Emeline sont allés en production aussi avec l'horaire web. Pour faire cela, voilà, à gauche, vous voyez les applications mobiles et web. Et à droite, le backend de OJP, qui a été montré avant par Mathias, qui est une API en XML, ce qui n'était pas forcément très standard pour le développement d'applications mobiles, en tout cas. Et pour rendre l'intégration plus facile, nous avons développé un SDK, c'est vraiment une bibliothèque qui s'occupe de la communication avec le OJP backend. Pour le web, ça existait déjà un SDK qui était développé par Sky+. Et on s'est un peu inspiré et nous avons développé aussi en collaboration avec Sky+, un mobile SDK qui s'occupe de toute la partie serialization du XML de l'API. Ce qui est pratique avec ça, c'est que on peut faire une intégration plus facile. Si vous avez une application et vous aimeriez utiliser OJP, déjà c'est open source, du coup, vous voyez le code, vous pouvez le modifier. Et puis, il est écrit d'une manière générique que d'autres entreprises de transport, d'autres entreprises qui auront besoin d'OJP peuvent l'utiliser pour rendre l'intégration, à notre avis, plus facile. On peut aussi directement utiliser le OJP backend directement, mais avec cette SDK, c'est peut-être un peu plus simple. Maintenant, je vais vous montrer une petite démonstration. On commence par l'application mobile. Ça, c'est notre application mobile. La première fonctionnalité qu'on utilise de OJP, c'est tout ce qui est la recherche des gares et des arrêts. Aussi, si j'écris un texte, après ça fait une recherche, c'est ce qu'on appelle lire. Location Information Request, on écrit un texte, puis on reçoit une liste de gares ou d'arrêts. Mais on peut aussi écrire une adresse. Chaque adresse en Suisse pourrait être cherchée de manière que depuis n'importe où, je peux faire une requête de l'horaire.
Voilà, ça c'est la première fonctionnalité, du coup, recherche d'arrêt ou de recherche d'adresse. Après, on passe à la deuxième fonctionnalité, c'est vraiment la requête d'horaire. Du coup, à partir de Berne, Freiburgstrasse jusqu'à Zurich. J'ai fait une requête d'horaire et on reçoit ici pas mal d'informations. Ça s'appelle le trip request. Donc, j'ai fait une requête d'horaire pour cette connexion. Et là, voilà, c'est un horaire classique où on a les gares de départ et d'arrivée, les horaires, combien de minutes je dois faire à pied. On a les informations d'accessibilité. Du coup, est-ce que j'arrive avec une chaise roulante avec à faire cette connexion ou pas? Je vais regarder comment on dit en français ça. Le taux d'occupation, voilà, que a monté avant Christophe. Et beaucoup d'autres données qu'on montre pas ici parce que si on clique dessus, après on peut voir les détails. Et dans les détails, on voit aussi, par exemple, les arrêts intermédiaires. Voilà, on a aussi un changement de voie. Du coup, on aurait aussi la possibilité de voir. Je reviens vite en arrière pour voir si par hasard on a encore tout ce qu'on avait vu avant. Il y avait pas mal de retards et de suppressions. Ah, voilà, ça c'est intéressant à voir. On a aussi les suppressions, les changements de voie, là tout ce qui est rouge, les retards. Voilà, tout ça, ça vient de OJP. Et puis, j'aimerais pas trop montrer parce que sinon Emeline après n'a plus rien à montrer, mais je pense que c'est en gros les fonctionnalités principales. Ah oui, il y en a encore une qui est bien sûr très importante. On a aussi la possibilité de sauvegarder un trajet dans l'application. Allô, allô. Effet démon. Voilà, il était déjà commencé. Si je sauvegarde un trajet, ça l'enregistre en local dans l'application et puis chaque minute, ça le met à jour. Et il explique qu'est-ce que c'est la prochaine étape qu'on doit faire pour ce trajet. Pour celui-là, on utilise le Trip Refinement Request. C'est aussi une fonctionnalité de OJP qui consiste à mettre à jour un trajet qu'on a déjà demandé. Donne-moi la dernière mise à jour de ce trajet. Si par exemple il y a des retards ou comme ça, on verrait une différence. Voilà, passer à la partie web maintenant. Emeline. Première chose que je peux vous montrer, c'est par rapport aussi au trip request que Christophe a expliqué avant, c'est la restriction sur certains types de transports, typiquement les bateaux. Je vais aller en bateau de Berne à Zurich, c'est un petit peu compliqué. Forcément, il n'y a pas de trajet. Mais là, on peut vraiment avoir une restriction uniquement sur les bateaux. Je pense que avant l'exemple, c'était ce que je puisse. Donc là, ici, on va recevoir, on peut donner un paramètre et dire on veut uniquement les bateaux. Et ensuite, on va recevoir donc uniquement tout ce qui concerne les bateaux. On peut aussi les combiner et dire j'aimerais uniquement les bateaux et les vélos ou des choses comme ça. Si je reprends Berne-Zurich, oui, c'était assez intéressant. On a ici exactement les mêmes informations donc, qu'on reçoit dans l'app. Ce qu'on reçoit aussi qui n'est pas affiché dans l'app, c'est par exemple les types de transports qui sont utilisés à chaque fois. Si par exemple j'avais encore des bus ou bien des funis, des choses comme ça, on a aussi ce type de véhicule qui est affiché pour chaque. Et bien entendu, tout ce qui est annulation, changement de voie, correspondance qui serait annulée, etc. Toutes les informations donc d'accessibilité. On reçoit aussi en légende donc qu'est-ce qui correspond à quoi. Et si je prends
Ce matin, il y avait une perturbation sur celui-là. On a aussi des questions dans le chat, si vous avez du temps pour répondre. Comment faire pour un voyage de Berne à Spiez en utilisant le bateau de Thun à Spiez? Pour beaucoup de voyages, le bateau n'est utilisé que pour une partie. Typiquement, ici, on a par exemple tout. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça la question, ou si c'est une partie qu'on aurait en train et une partie qu'on aurait en bateau. Si on met rien de spécifique, ça va prendre le chemin, entre guillemets, le plus optimal. Si c'est vraiment de la personnalisation de voyage, je pense que c'est plus judicieux d'utiliser par exemple les VIA et de mettre vraiment les stations, parce que chaque fois les stations viennent avec, si c'est une station de train ou de bus ou de bateau. Si vous voyez par exemple là c'est une station de train, une station de bus, on peut un peu personnaliser comme ça comment elles sont calculées exactement les distances, c'est plus une question peut-être pour SKI. Peut-être Christophe. Ouais. Alors, les distances pédestres, c'est basé sur OpenStreetMap. Donc, si jamais vous entrez une adresse ou bien une coordonnée, ça vous calcule le plus court chemin de cette coordonnée, ou bien de cette adresse jusqu'à la prochaine, ou bien à cette station, cette gare. Mais la base pour cette calculation, c'est OpenStreetMap. Et on a aussi des paramètres pour, par exemple, changer la vitesse de la marche, walk speed. Laurent, une seconde, Emeline. Laurent a posé aussi des questions. Peut-être, Laurent, tu veux ouvrir et parler un petit peu de ta question? Oui, merci. Justement, pour le voyage en bateau, en principe, ce qui est intéressant, si je veux de Berne à Split, c'est que je veux prendre le bateau et que je puisse choisir le bateau, mais que ça le respecte seulement pour une partie du trajet. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un bateau de Berne à Thun. Donc, la fonction seulement bateau, elle n'est pas vraiment très utile, à mon sens. Et l'autre question que j'ai encore aussi pour les voyages handicapés, par exemple sur l'application CFF, si j'indique un voyage pour handicapés, je ne peux pas prolonger le temps de changement de correspondance, qui pourrait quand même être souvent utile pour des voyages en fauteuil roulant, par exemple. Merci. Alors, si je peux répondre par rapport à la fonction de filtre pour les bateaux, par exemple, chez nous, typiquement, c'est utile parce qu'on a donc BLS Chiffre, et donc BLS qui s'occupe uniquement des bateaux et des trajets en bateau, et c'est donc une demande métier chez nous d'avoir uniquement les lignes de bateau, pour le tourisme notamment. Et pour les filtres... Oui, Pour et le pour temps les de handicaps. changement, il y aura des nouveautés dans quelques mois où on pourra paramétriser si on aimerait plus de temps de changement. Mais pour l'instant, effectivement, ça montre seulement si tu arrives, par exemple, avec une chaise roulante, à prendre le train sans vraiment tenir compte des temps de changement. Mais pour respecter un tout petit peu un trajet pour ces handicapés, on peut, comme Mathias vient de le dire, on peut augmenter le walk speed. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y a encore les paramètres. On peut encore un peu jouer avec ces paramètres-là. Alors, si c'est clair, je me permets de continuer. Une très grande partie des informations qu'on a ici, elles viennent toutes donc, du trip request que Terence a déjà montré. Ce qu'on a encore en plus, c'est le Trip Information Request qui, typiquement, chez nous permet donc d'avoir aussi les arrêts précédents, les arrêts suivants, et donc d'avoir... on a aussi les retards, on peut avoir des changements de voie, des annulations, des choses comme ça.
Et cette requête-là, elle permet aussi donc de mettre à jour les informations du trajet. Ce qu'on a encore d'intéressant, c'est ici donc les événements d'annonce. Tout ce qui vient là, ça va être, par exemple, ça peut être des perturbations, des chantiers, des informations, etc., qui sont donc aussi fournis par OJP dans le trip request. Nous, à l'interne, on a un autre service qui recueille, donc c'est les messages d'EDIP. Et donc, nous, on utilise uniquement l'ID qui est fourni depuis OJP pour aller récupérer chez nous. Mais toutes les informations sont quand même livrées comme exactement pareil depuis le OJP. Ce qu'on a encore d'intéressant, c'est donc la formation du train. Pour l'instant, donc vous avez déjà vu dans ce qui a été présenté avant, c'est encore pas intégré à OJP, ça va venir plus tard, mais c'est déjà utilisable via une autre API. Donc on peut quand même déjà l'avoir à disposition. Autrement, on a aussi donc chaque partie de trajet, on peut avoir des détails dessus. Et il y a aussi toujours des données géographiques qui sont fournies, par exemple pour la marche ou les trajets qui pourraient aussi être utilisés. Je pense que c'est le tour. On revient à la présentation. Pour la collaboration avec SKI+, nous avons un processus itératif, transparent et ouvert. On a souvent des meetings de synchronisation entre les BLS et SKI+. Chaque 2 semaines, il y a les développeurs qui se trouvent en meeting pour discuter les affaires courantes et puis aussi au niveau de product owner, donc tout ce qui est un peu plus stratégique, planification des prochaines features a lieu. Nous avons aussi une journée de coworking ensemble environ tous les 3 mois où tous les acteurs sont physiquement à la même place et ça fait office un peu de workshop pour booster des fois un petit peu les projets. Rien que connaître les gens, c'est déjà très utile souvent. Comme outil, on utilise GitHub. Il y a beaucoup de choses qui sont sur GitHub. Déjà, il y a le code des SDK. Il y a les bugs qu'il y a actuellement ouverts, ils sont aussi visibles sur GitHub. Donc, c'est très transparent et ouvert, tout le monde peut accéder. À l'intérieur, on utilise Confluence. Ça, c'est un grand classique des projets. Et maintenant, on va passer à la roadmap. Donc, c'est un aperçu de la roadmap donc de l'utilisation et de l'implémentation de JP à la BLS. Vous pouvez voir qu'on a commencé dans le courant de l'année 2024. C'est la team mobile qui a commencé, notamment donc avec ça a été fait en parallèle, le développement du SDK et de l'application. À chaque nouvelle fonctionnalité, c'était fait en parallèle. Et donc, vous pouvez aussi voir qu'il y a justement ce que Terence a dit avant, donc les différents Boost Camp, Coworking Day, qui sont vraiment très utiles. C'est vraiment pratique de pouvoir avoir une journée où on échange de façon intense, on va dire comme ça, les informations et on peut parler sur les différents problèmes qu'il y aurait. Et donc, vous pouvez voir que le Go Live pour mobile était début 2025. Donc, toute l'implémentation, l'utilisation de OJP et le développement du SDK a été fait en un peu moins d'une année. Et plus tard, donc l'horaire web est venu un peu plus tard puisque l'équipe s'occupe aussi d'autres choses, notamment le Customer Notification Service, c'est ce dont je parlais avant pour les infos des perturbations, des travaux, etc. Où nous, on a encore un service en interne pour ça. Et du coup, le web est sorti, le Go Live était le 20 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Pour les défis qu'on a rencontrés ou les différentes conclusions qu'on a pu tirer de cette expérience,
Il faut un peu développer quelques connaissances techniques quand même parce que tout le processus et la structure de données n'est pas si simple. C'est quand même des assez grandes structures assez complexes. Mais la collaboration a extrêmement bien fonctionné, même au-delà des frontières organisationnelles. Ça nécessite bien entendu un petit peu d'investissement de la part des deux côtés et des meetings assez réguliers. Et ça a très bien fonctionné. Au niveau des processus, donc ça nécessite quand même, comme je l'ai déjà dit, une coordination assez importante. Et de notre côté, on a dû mettre aussi en place des nouveaux processus, des nouveaux flows, vu qu'on avait une nouvelle structure de données qui arrivait. Et on a aussi implémenté différents services en interne encore en plus de ça, pour que ça réponde mieux aux attentes des utilisateurs. Un assez grand thème, c'est la qualité des données. Donc les données viennent en quantité vraiment énorme. Pas uniquement pour les trajets, mais aussi tout ce qui est des alertes qu'on a vues avant, des travaux, etc. Ça, c'est des énormes quantités de données qui sont assez complexes. Et là, la qualité, elle est vraiment extrêmement importante et c'est pas toujours facile de traiter toutes ces données et d'avoir une... Si la qualité de base est pas bonne, c'est vraiment très compliqué de filtrer ça après dans les parties front-end. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez envie d'essayer les applications ou les horaires web, très volontiers. Merci beaucoup, Emeline et Terence. C'était super. Hein? Alors, la question, avez-vous des questions à Emeline et Terence? Maintenant, c'est la chance. Quelques minutes. Peut-être, pas une question, mais une continuation de la discussion sur les bateaux, Thun-Spiez et des choses comme ça. Le problème avec ces choses, c'est que la méthode d'optimisation ne veut pas répondre de cette manière, mais on est en train d'étudier aussi si on peut faire des choses touristiques et des choses comme ça, une méthode d'optimisation qui dit je veux un voyage touristique et dans ce cas, les bateaux et aussi des trips avec les trains qui sont plus une meilleure vue, peut-être on peut les préférer de cette manière, mais on est en train de l'étudier ça. Mais ça va être une longue discussion pour le faire correctement. Et de plus, je vous invite tous à nos réunions d'exploitation qui ont lieu chaque 3 mois. Et là, on discute, malheureusement en allemand, presque toujours. Mais je vous invite d'assister à ces réunions parce que là, vous voyez à quoi on travaille, ce qui est nouveau, ce qui viendra. On va vous présenter toujours la feuille de route, je crois que c'est dit. Et puis, voilà, si jamais, on va vous inviter, si ça vous convient. Voilà. Juste une question de mon côté, Oui. si c'est possible. Oui, OJP, donc c'est open source. Est-ce qu'il y a des frais après pour requêter en fait les serveurs OJP pour faire de la recherche d'itinéraire? Comment ça se passe? Alors, si vous êtes un heavy user, ça vous coûte quelque chose. Mais par exemple, il y a pas mal de disons, petits utilisateurs qui utilisent l'Open Journey Planner, mais c'est tout gratuit. Attendez, il y a sur Open Transport Data Swiss, il y a tout en bas, les informations sur les coûts. Attendez, je ne les connais pas par cœur, mais limite et coût, ça se dit. Et puis là-dedans, on voit que gratuit, si vous posez 50 requêtes par minute,
ou bien 2000 requêtes par jour, ça vous coûte rien. 20 000. Je dis quoi? 2000. Ah, mais 20 000, pardon, 20 000 requêtes par jour, ça ne vous coûte rien. Ça vous Ok. coûte 500 francs par mois si vous passez pas 2500 requêtes par minute et 1 million de requêtes par jour. Et de plus, si vous passez cette limite-là, ça vous coûte 1000 francs par mois. Ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, quelques mots de la communauté. On a encore un online meetup le 29 janvier, si vous voulez participer, mais c'est en allemand. Voilà. Et nous sommes très contents si vous voulez donner un petit peu feedback pour améliorer un petit peu, pour pratiquer un petit peu. C'est super, hein. Voilà, pour la question dans le chat, oui, on va envoyer le handout et aussi l'enregistrement pour, oui, pour le passer. Et on a aussi quelques liens. Oui, c'est ça, de notre côté. Alors, nous sommes un petit peu là. Si vous avez encore des questions, posez les questions. Et sinon, nous sommes à la fin. Et merci pour être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Merci.